Bonsoir à tous et à toutes. Vous venez de voir le film Queendom par Ania Galdanova. Et donc, comme vous l'avez vu, ce film suit de près Jenna Marvin, artiste polydisciplinaire russe exilée à Paris pour fuir la conscription suite à l'invasion de l'Ukraine. Donc, à travers ce film, on perçoit que tout dans l'identité de Jenna Marvin vient transgresser les règles strictes d'une société sous le joug du Kremlin. Dans ce contexte, le seul fait d'être, d'exister et de paraître semble être, pour Jenna Marvin comme pour tant d'autres, une position politique forte face à l'ordre établi qui oppresse et condamne. Et la question que ça vient forcément susciter quand on connaît le contexte politique actuel est la suivante. Face à la montée du fascisme, dont les eaux troubles débordent déjà malheureusement ici et là, pour les personnes déviant des normes érigées en standard, et pour toutes les autres d'ailleurs, comment peut-on réinventer des luttes justes et efficaces? Comment résister face au fascisme? Et pour discuter de cette question et de toutes les questions évidemment qui y sont attenantes, je vais prier de me rejoindre ce soir sur ce plateau Farah Youssef, militante transféministe et travailleuse associative. Bonsoir Farah. Bonsoir, ça fonctionne. Nous avons également à distance avec nous Carlotta Vagnoli, journaliste, écrivaine et militante féministe. Je vous prie aussi d'applaudir Carlotta. Buonasera. Bonsoir. Et nous avons enfin à nos côtés Costanza Spina, journaliste et auteurice de Manifeste pour une démocratie déviante. Bonsoir. Et sans plus attendre, pour ouvrir cette discussion qui, à mon avis, va être agitée pour toujours trop peu de temps finalement pour parler de tout ça, je pense qu'il pourrait être intéressant de commencer par un état des lieux. On entend beaucoup le mot fascisme et d'après ce livre, 10 questions sur l'antifascisme, qui est un manuel pédagogique et militant proposé par la Horde, qui est un collectif antifasciste français de la plus haute importance. Il y a 5 piliers idéologiques au fascisme. Le racisme, le sexisme, le nationalisme, le traditionnalisme et l'autoritarisme. Considérant que ce sont les 5 piliers du fascisme, est-ce que vous pensez à cette table, et évidemment Carlotta à distance, qu'on puisse encore parler de montée du fascisme comme on le dit souvent, ou est-ce que le fascisme est finalement actuellement déjà bel et bien installé? Farah, est-ce que tu veux commencer? J'y vais. Alors, je pense qu'il faut quand même parler de montée du fascisme et utiliser les bons qualificatifs dans les bons moments, parce que même si, par exemple, dans un pays comme la France, on est sur une conjoncture politique où il y a une multiplication des lois islamophobes, des lois xénophobes, médiatiquement, on a l'impression que du coup, le seul critère en fait qui permet aux gens de se qualifier intellectuel ou pas, c'est leur degré justement de racisme ou de transphobie. Complètement indépendamment du fait de toute considération de factualité, par exemple, ou d'utilité. Mais après, c'est vrai que la France, ça reste avant tout un pays, par exemple, enfin, pour parler de l'exemple de la France, c'est un gouvernement qui est néolibéral et qui, dans sa démarche néolibérale, va par exemple s'attaquer aux services publics, va s'attaquer à tout ce qui constitue en fait un tissu social et politique pour les gens. Et en fait, pour pouvoir gérer justement cette colère populaire légitime, eh ben, on va justement faire diversion en trouvant des boucs émissaires. Donc actuellement, par exemple, en France, les boucs émissaires favoris, ce sont justement les personnes musulmanes. Et je pense dans la communauté LGBT, les personnes trans sont particulièrement vulnérables justement à cette
transformation en bouc émissaire, mais je pense que ça peut toucher toute personne LGBT qui continue d'être associée justement à une forme de déviance de normes, où il n'y a pas ce truc de bon, ok, d'accord, on est LGBT, mais on est des personnes comme les autres et on aspire aux mêmes choses que tout le monde, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour menacer votre société. Donc ça fait une conjoncture pourrie pour l'instant qui peut s'apparenter à du fascisme, mais il ne faut pas se leurrer quant au fait que si le fascisme passe, ou en tout cas, ou plutôt quand le fascisme passera, et ce sera quelque chose d'officiel, en tout cas sur le plan institutionnel, ce sera encore pire pour le coup. Carlotta, tu es italienne, journaliste, activiste donc en Italie. À quel moment est-ce qu'on voit un glissement vers un fascisme officiel ? In Italia non se n'è mai andato. En Italie, le fascisme n'est jamais parti. Nous avons eu un vrai problème, c'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a le nationalisme et tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons eu une excuse collective, il y a eu Nuremberg en Allemagne. Mais en Italie, nous n'avons jamais fait d'accord, de pacte avec le gouvernement fasciste. Mais dans ce moment historique spécifique, dans une situation politique, socio-culturelle dans laquelle nous nous trouvions avec un très fort réveil de celles que sont nos racines fascistes qui ne nous ont jamais quittés. Il y a un gouvernement d'extrême droite qui se fonde sur trois piliers qui sont le Dieu, la patrie et la famille, qui rappellent énormément le vieil adage qui était celui des décennies fascistes. Et donc les partis au gouvernement sont des partis d'extrême droite, des partis xénophobes, racistes. Nous avons des problèmes également au niveau des lois et de la protection des communautés marginalisées, par exemple la communauté LGBTQ+, qui s'est vue de plus en plus retirer ses droits. Les couples, l'homoparentalité a été, la parentalité a été annulée, c'est-à-dire que les actes de naissance des enfants ont été annulés, et nous avons également un très grand problème au niveau de la manifestation de la dissension. Les rues sont devenues un lieu violent dans lequel être, puisque la police est devenue de plus en plus agressive, et l'islamophobie, telle que ça a été dit, est un problème gigantesque, et les manifestations de soutien à la population, au peuple palestinien, par exemple, ces dernières semaines, sont réprimées au sang, et notre gouvernement sanctionne tout ceci. Et nous voyons donc qu'il y a toute une série de problèmes, mais nous ne pouvons pas dire qu'en Italie, le fascisme ne soit jamais passé. Nous l'avons toujours choyé, nous n'avons jamais réellement eu une prise de position nette, claire, au niveau communautaire, au niveau européen, quant aux litiges qui traversent notre pays. Merci Carlotta. Costanza, tu connais bien la société italienne et tu connais bien la société française. Pourquoi est-ce que, pour toi, en France, les termes ne sont-ils pas posés dans une société comme la France, où évidemment des dynamiques fascisantes sont à l'œuvre, mais où, y compris dans les médias, on peine à prononcer ce mot finalement? Oui, bonsoir. Donc moi, je suis italien, mais je vis en France depuis 10 ans. Et mon livre, donc, Manifeste pour une démocratie déviante, est écrit d'un point de vue franco-italien. Et évidemment, le mot déviant, c'est une référence à Giorgia Meloni, qui en 2022 disait vouloir se battre contre les déviances de la jeunesse. Donc, c'est un pied de nez à Giorgia Meloni. Donc pour moi, en France, à différence de l'Italie, où pour moi c'est très clair qu'on est dans un gouvernement néofasciste, et je dis pas ça juste parce que c'est du militantisme, mais parce qu'il y a des historiens très illustres qui défendent cette thèse également, et que j'explique du coup dans le livre. Je pense qu'en France, il n'y a jamais eu un gouvernement fasciste qui est passé après la guerre, endogène. Alors que l'Italie a effectivement inventé le fascisme, hein, donc bon, concrètement, et plein d'autres choses. Et du coup, la France, je pense, il y a un peu encore une gêne, comme si en fait il y avait cet imaginaire collectif que mort Mussolini en 1945, l'idéologie mussolinienne s'est écroulée avec lui. Or, c'est complètement irréaliste de penser ça quand on est des journalistes, des analystes.
Pourquoi? Parce qu'en fait, les idéologies ne meurent pas avec leur créateur. Il n'y a aucune raison de penser ça. Le fascisme est une idéologie qui a 100 ans d'existence, qui a beaucoup évolué. Certes, aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à ce que les fascistes débarquent avec une chemise noire, et quoique les CRS français, on y est presque. Mais c'est sûr que l'imaginaire n'est pas le même. Mais quand les journalistes françaises s'attendent à ce que le fascisme revienne avec certains codes un peu folkloriques, en fait, c'est très naïf comme vision. Le fascisme existe, il y a des manifestations fascistes en France, le colonialisme en fait partie, et voilà, il est temps de fuir cette espèce de peur collective de nommer le mal absolu qui existe sous différentes formes. Farah, tu disais non sans ironie qu'on était à ça de l'élection de partis fascistes en France. Quelle place dans ce contexte, face à la peur, pour des personnes qui étaient déjà minorisées par leurs identités, qui ne sont pas conformes finalement à ce que la société vend comme fonctionnel? Honnêtement, aucune. Enfin, si les personnes comme moi sont amenées à disparaître, ça va honnêtement être justement, je pense, perçu comme une espèce de victoire, parce que le projet politique fasciste, c'est un projet politique de purification sociale. Or, bon, coucou, salut, à ce qui paraît, je suis la corruption, et du coup, il incombe forcément de faire disparaître cette corruption-là. Après, bon, en des termes très concrets, très matériels, quelle place ça va encore plus nous enfoncer dans la clandestinité et dans la marginalité, et ça on s'en on s'en accommode, on arrive à quand même faire des choses à partir de positions sociales pourries, mais c'est sûr qu'il y a aussi énormément de possibilités de mobilisation collective qui sont juste impossibles si on a la tête dans le guidon et qu'on essaye vraiment juste de survivre matériellement, quoi. Et qu'on n'en est même pas à des questionnements, d'épanouissement ou d'accomplissement personnel. Et je m'adresse à tous les trois par cette question. Est-ce que l'on peut considérer, face à ce péril, finalement, pour toute identité minorisée, est-ce que l'on peut considérer que l'homonationalisme ou le fémonationalisme puisse être une tentative finalement de salut et de sauvetage personnel des personnes qui choisissent de l'incarner, une volonté finalement, de faire le dos rond et de se conformer vite, quitte à oppresser les siens, plutôt que de fuir ou pire encore, plus dangereux, de lutter. Dans mon livre, je développe l'idée du confusionnisme, qui est une technique rhétorique typique de l'extrême droite contemporaine, et qui consiste à se réapproprier des idées progressistes pour séduire des nouveaux électorats. Et le fémonationalisme, évidemment, en fait partie. Donc, c'est-à-dire, on va dire, on est féministe et donc il faut lutter contre les migrants-migrantes parce que c'était eux qui amènent la violence. Donc ça, c'est typiquement une idée confusionniste. Ou alors tout ce qui est l'essentialisme, donc les TERF évidemment, donc qui sont des féministes, donc qui veulent exclure les femmes trans. Ça aussi, c'est une idée pour moi absolument fasciste. Mais pour moi, c'est plus de l'ordre du confusionnisme. C'est vraiment des techniques langagières pour confondre et pour attirer des électorats. Voilà. Carlotta, est-ce que l'homonationalisme et le fémonationalisme, c'est aussi des choses qu'on peut observer? Par exemple, on sait que pour une femme d'extrême droite, ça peut être très intéressant de se saisir du féminisme et de la place prépondérante que ça prend dans les débats pour être élue. On pense à Giorgia Meloni, évidemment. Oui, absolument. Disons que toute la campagne électorale de Giorgia Meloni s'est déroulée de cette manière, c'est-à-dire en delà des TERF déjà cités, qui sont depuis le gouvernement de majorité. Giorgia Meloni elle-même a fait une campagne électorale qui se basait sur son rôle de femme, son rôle de premier gouvernement au sein du gouvernement.
Et sans faire les différences qui existent entre une femme d'extrême droite et une femme transféministe. Et ceci a été très rassurant pour les électorats, parce que toutes ces idées racistes, transphobes, discriminatoires ont toujours été portées par cette idée qu'il y avait un slogan disant « Moi, je suis George, je suis maman et je suis chrétienne ». Et au sein de cette campagne électorale, elle a choisi d'utiliser la carte de l'amabilité, peut-être pour essayer de convaincre les personnes indécises quand on leur vote envers un parti ou un autre, et pour essayer d'expliquer qu'elle n'était finalement pas si négative. Et ensuite, elle a été prise par des valeurs typiquement masculines. Et donc, elle a choisi d'être appelée le président du Conseil au masculin. Donc, elle a de nouveau incarné l'homme qui est, en tout cas, qui est perçu au sein d'une société patriarcale, perçu comme étant le seul en mesure de guider un pays. Et de la part de notre gouvernement et de Giorgia Meloni, mais également des femmes qui sont au sein des partis de la majorité, eh bien, très souvent, c'est utile de faire levier quant aux mots issus du féminisme et pour essayer de faire partie des bons, des gentils, alors qu'en fait, ces mots sont instrumentalisés. Ce sont des mots qui sont usurpés et qui sont très souvent piochés dans le langage de l'extrême droite. Cela veut dire qu'elles ont compris quelles étaient leurs valeurs, leurs valeurs avec des objectifs électoraux, et elles ont commencé ainsi à utiliser des mots comme les mots des mouvements transféministes. Mais on peut dire que leur projet n'avance pas de manière très positive. Mais comment on fait, en fait, quand des personnes qui subissent la même oppression que nous choisissent de se battre avec les oppresseurs? Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Parce qu'une question qui revient souvent, par exemple, je prends l'exemple des hommes alliés qui vont dire oui, mais attendez, moi, si demain une femme se dit antiféministe, vu que celle l'a concernée, je peux pas aller lui dire... Ou imaginons une personne hétérosexuelle qui se retrouverait face à une personne homosexuelle qui se dit anti-LGBT. Comment est-ce qu'on fait face à ça? Là, je fais des cas d'études concrets. Hein. Oui, c'est des questions super simples que tu poses, vraiment. Je pense pas que, comment dire, si on se retrouve par exemple dans le cadre d'un débat à la télévision qui vise justement à combattre à coups d'argumentaire face à une personne justement qui est un peu dans cette position de token et qui du coup offre son expérience personnelle et sa garantie justement à l'oppresseur. Bon, à ce moment-là, bien sûr, on va combattre l'argumentaire, on va essayer de démonter l'argumentaire. Je suis pas sûr que ce soit une bonne personne de... Oula, pardon, excusez-moi. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose nécessairement de viser à forcément attaquer la personne sur un plan moral ou sur un plan personnel. Enfin, ça peut être super... comment dire, ça peut être super tentant de le faire et on peut le faire peut-être après coup, tu vois, si on est en face à face. Mais après, décrédibiliser la personne est vraiment aussi... Enfin, je sais pas, dans mon boulot de militante, j'ai pas forcément envie de trop m'aventurer sur le terrain du moral, parce que quand on prend du recul sur les choses, et si j'étais une espèce d'entité purement intellectuelle qui n'avait pas la moindre incarnation matérielle, je pourrais comprendre que par survie ou pour mille et une raisons, des personnes puissent opter pour ce type de stratégie, au bout du compte super égoïste, quoi. Mais c'est pas la question, en vrai. La question, c'est plus est-ce qu'on peut du coup leur donner des alternatives et des raisons justement de changer de bord et peut-être justement revenir vers quelque chose de l'ordre de, je sais pas, soucie-toi de tes intérêts, des intérêts tes semblables, quoi. Costanza, on a des pistes pour rallier ces personnes? Franchement, c'est une question hyper complexe. Je pense que... Enfin, en étudiant un peu du coup le fascisme de très très près et pourquoi les gens votent l'extrême droite, je crois que l'un des éléments clés, c'est la peur. Donc, ce sont beaucoup de gens qui sont vraiment terrorisés par le monde contemporain et qui donc par peur vont se tourner vers des idéologies qui promettent une forme de sécurité, sans se rendre compte qu'en fait, c'est ces mêmes idéologies-là qui produisent la peur. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. L'idée, c'est que... je ne sais pas exactement quelle stratégie adopter, mais je pense que peut-être on va en parler après. Je crois que la joie
militante, la joie que la queerness peut dégager et le courage, en fait, juste qu'on retrouve, même on l'a vu dans le film, c'est quand même des éléments intéressants parce que moi, c'est ça en tout cas qui me donne envie de vivre, qui me donne envie d'avoir une vie épanouie. Il faut vraiment se poser la question entre Zemmour et moi, qui est plus heureux dans la vie au final. Et je pense franchement c'est moi. Et mais j'en suis vraiment sûre à 100%. La punch est incroyable. Mais ce cercle vicieux que tu évoques, ça peut être aussi en fait une méconnaissance justement de tous ces mécanismes. Et face au fascisme, à tout ce que ça englobe en fait en termes d'oppression pour les personnes, notamment minorisées, pour que chacun et chacune puisse comprendre les périls, les mécanismes et les signaux même faibles, parce que il y a des choses parfois que les personnes militantes voient passer en termes d'éléments de langage chez les politiciens, dans les médias, etc. Où nous, de notre côté, on sait ce que ça signifie, mais le grand public ne s'en rend pas forcément compte. On parle de dog whistle, souvent d'appel du pied en fait que fait l'extrême droite en signe de ralliement. Comment est-ce qu'on peut éduquer au fascisme les populations ? Carlotta, je me suis tournée vers toi, mais du coup, tu ne me vois pas forcément. Mais c'est une question compliquée. Ah oui, oui, je vous vois, j'observe tout. Moi, je suis l'entité supérieure qui est derrière vous et qui observe tout. Donc, je rigole. Alors, éduquer devient quelque chose de plus en plus difficile parce que un des projets qui aurait pu être utile dans ce sens aurait pu être des projets qui se font dans les écoles, puisqu'il faut essayer de comprendre, de déconstruire tous ces stéréotypes qui mènent à l'apport et ensuite à la naissance d'idéologies complètement déconnecté de la réalité. Il faut donc commencer tôt cette éducation. Il n'y a certainement pas far accedere appunto nuovi corsi all'interno delle scuole pubbliche, quello potrebbe. d'accéder à de nouveaux cours au sein des écoles publiques. Et le problème est que, par exemple, le gouvernement italien nous a exclu certains cours qui pouvaient sauver la vie, la question du consentement, de la parité de genre. Il y a un grand débat également quant à l'éducation sexuelle, que les personnes de la communauté LGBTQ+ sont mal vues au sein des écoles pour donner des cours. Et donc, ce qu'il reste, c'est un militantisme externe qui peut être utile, mais qui malheureusement reste trop sectoriel. Avec un contrôle que nous avons actuellement des moyens de communication qui est quasi total en Italie, eh bien, très certainement, nous essayons de reprendre beaucoup plus la rue, les espaces publics, mais il y a un grand problème de répression au niveau de la police qui ne gère pas les choses de manière très sereine. Il y a cette odeur que nous connaissons bien, qui est cette odeur du 2001, qui nous rappelle le début de ce qui ont été les années qui nous ont menés jusqu'au G8 de Gênes. Et il faut se souvenir qu'il nous reste la culture et la rue, ce sont les deux espaces qui devraient rester libres, mais tout ceci ne se passe pas aussi bien qu'on le souhaiterait pour des raisons que nous pourrons peut-être développer plus tard. Mais pour l'instant, la situation est complexe et requiert réellement que nous soyons actifs sur plusieurs fronts et que nous soyons toujours plus fortix afin de pouvoir développer ces différents éléments. Justement, l'extrême droite, une fois qu'elle est parfaitement installée et surtout les terrains, qu'elle a réussi à phagocyter l'ensemble de la société, est-ce qu'il faut aller débattre avec elle et discuter ? Parce qu'il y a toujours évidemment il y a quelques années encore, on pouvait se dire non, je vais quand même pas aller me salir les mains et puis parler avec eux, c'est les légitimer. Mais une fois qu'ils sont là et bien en place, qu'est-ce qu'on fait ? Je pensais que c'était une question spécifiquement pour Carlotta. C'est ouvert. Mais Mike. faut-il débattre avec l'extrême droite ?
enfin, oui, il faut toujours débattre avec tout un tas de gens, mais c'est vrai que c'est bien quand même d'établir un certain, comment dire, des standards auxquels on va se tenir, parce que pendant l'élection présidentielle, enfin la dernière élection présidentielle en France, j'étais quand même assez surprise de voir justement comment plein de petits médias d'étudiants en sciences politiques, par exemple, des médias d'étudiants en journalisme, justement par un souci de pluralisme politique, allaient justement à la rencontre de candidats d'extrême droite et traiter vraiment leur programme politique comme si c'était n'importe quel type de programme. Donc ce serait bien quand même s'il faut absolument avoir ce type de débat et de discussion, que ce soit établi quand même que, je sais pas, peut-être les éléments mortifères des projets politiques, c'est pas quelque chose dont on débat. Enfin, il y a quand même des vies qui en dépendent, et c'est peut-être pas les vies qui ont justement un potentiel de représentativité, c'est pas les vies qui s'incarnent à travers la citoyenneté, c'est les vies justement qui, je sais pas, passent entre les mailles du filet, honnêtement. Et c'est pour ça que, ouais, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de standards, quoi. Costanza, comment on va argumenter face à l'extrême droite sans la normaliser, pire, la légitimer? Alors, moi j'ai fait le choix, en tout cas, enfin comme beaucoup de personnes ici, je crois, j'ai écrit ce livre parce que j'en ai eu vraiment marre de ce genre de phénomène où on traite l'extrême droite comme si c'était n'importe quel parti politique. Donc j'ai plongé dans l'histoire du fascisme et je me suis vraiment demandé mais pourquoi on n'ose pas appeler le fascisme fascisme? Et en fait c'est ce que explique l'intellectuelle afroféministe Audre Lorde. Pour combattre quelque chose, il faut le nommer. Et donc pour moi voilà, le premier outil est en fait la rhétorique et pouvoir dire moi je veux bien débattre avec Marine Le Pen, Giorgia Meloni, etc. Mais en pouvant leur dire voilà, Giorgia Meloni, vous êtes issu d'un parti qui est néofasciste. Mais ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'histoire de son parti. Voilà, si ces conditions-là sont posées, pourquoi pas. Mais comme dit Farah, est-ce que c'est utile d'aller... est-ce que ça ne normalise pas les choses, d'aller débattre avec des gens qui souhaitent notre disparition? Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a peut-être des alliés qui peuvent aller parler, mais avec franchise, avec ces personnes-là, sans embourgeoiser le débat, donc en disant les termes. Mais moi, personnellement, je ressentirais une grande charge mentale. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, j'ai pris des extraits de discours que j'ai entendus pendant un an en écrivant le livre, même des discours de personnalités, pas forcément d'extrême droite. À un moment donné, je fais référence à Elisabeth Badinter, qui a dit des atrocités sur France Inter, et je lui ai répondu dans le livre, point par point. Et c'est quand même une forme de débat, mais où en fait, je ne m'expose pas à une charge mentale directe. Voilà. Justement, tu m'as fait penser à un truc, mais en fait, oui, enfin, le fascisme, c'est pas une posture intellectuelle digne d'un débat rationnel. Donc, on peut peut-être avoir un débat, justement, vu qu'on parle uniquement d'irrationnel, vu qu'on parle de passion, vu qu'on parle de projet politique, esthétique qu'on a envie d'imposer à tout le monde, que ce soit véritablement faisable, souhaitable ou pas. Vu qu'on est sur ce domaine d'irrationnel, partons sur un terrain d'irrationnel, mais c'est traiter ça vraiment comme si c'était par exemple le socialisme ou le libéralisme, des cultures politiques quand même qui, je sais pas, comme tu dis, hein, n'essayent pas de provoquer notre disparition, quoi. Donc voilà, quoi, c'est surtout cette tension rationnelle-irrationnelle sur laquelle je voulais revenir. J'ai une mini chose à dire. Tu me fais penser justement que pour moi, en fait, c'est un peu la thèse avec laquelle je conclus ma première partie du livre. C'est vraiment que pour moi, le fascisme est une paranoïa collective. Ce n'est pas une thèse intellectuelle. Pour moi, l'extrême droite n'est pas un programme politique. Pour moi, c'est vraiment un raisonnement filtré par des biais cognitifs, de confirmation, de mégalomanie. Enfin, il y a plusieurs biais cognitifs qui mènent à une forme d'adhésion à une idéologie qui est en fait un culte, c'est une croyance, le fascisme. D'ailleurs, Salvini, qui est un autre gars d'extrême droite très connu en Italie, en 2022, son slogan, c'était « Je crois ». Enfin, le slogan de son parti, c'était « Je crois ». C'est-à-dire que c'est une foi, le fascisme. Et donc, est-ce qu'on peut aller débattre avec des gens qui sont en pleine paranoïa, qui ont vraiment des mécanismes de raisonnement typiques de
du raisonnement par biais cognitif, de confirmation, etc., etc. Carlotta, sur quel terrain est-ce que tu fais le choix, toi, de t'exprimer face à ces personnes? Moi, j'ai une idéologie assez radicale quant à ces sujets. Il me semble qu'avec certains personnages de ce gouvernement ou avec des personnes de certains personnes de partis qui entourent ce gouvernement, que ce soit Forza Nuova ou Casa Pound, il peut y avoir bien peu de dialogue possible parce qu'on rentre dans le terrain de la haine. Et donc, il s'agit là d'une propagande qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Nous sommes quasiment dans un monde de fantaisie, comme ça a été dit auparavant. Mais il me semble en même temps paradoxal qu'en parallèle, en tant que journaliste, nous n'ayons souvent pas la possibilité de pouvoir poser des questions à Salvini, à Giorgia Meloni. Me vient en tête la conférence de presse de Giorgia Meloni du 5 janvier de cette année, quelque chose qui a lieu tout en début de chaque année, et Giorgia Meloni, ou qui à sa place, d'habitude, prend un peu de temps pour parler avec les journalistes en faisant ainsi un bilan des années précédentes. Et il n'y a eu aucune question qui aurait pu l'incommoder. Et bien qu'il y ait eu des vraies catastrophes au niveau politique, social et culturel, économique et autres, et pourtant aucune question dérangeante n'a été posée dans la conférence de presse une des plus importantes, une des plus importantes au sein du Palazzo Chigi, le bâtiment du gouvernement. Et donc nous ne parlons pas ni du fascisme ni du point de vue politique. Je pense que la réponse doit être politique et doit être dans la rue, une réponse massive. Et il faut trouver de nouveaux espaces qui soient réellement inclusifs, mais qui permettent également une presse libre, quelque chose dont je souffre beaucoup parce que je crois que cette presse libre et ces espaces de mobilisation ouverts n'existent plus. Merci beaucoup. Ce débat de discussion face au fascisme, on l'a vu, ça a beaucoup agité la toile, notamment en France ces derniers temps. Il y a des mécanismes quand même parfois qui mobilisent les luttes et notamment parfois parfois quelque chose qui est de façon un peu péjorative, appelé police militante. Et je trouvais peut-être important de revenir à ce sujet sur la notion de pureté militante. Parce que j'imagine que dans cette salle, il y a beaucoup de personnes qui militent, ou en tout cas se sentent engagées d'une façon ou d'une autre. Et c'est quelque chose parfois qui peut être délétère. Donc j'ai repris ce livre qui s'appelle « Joie militante ». Construire des luttes en prise avec leur monde, de Carla Bergman et Nick Montgomery, traduit par Juliette Rousseau. Et nous sommes dans le chapitre 4, Ambiances étouffantes, burn-out et performance politique. Et ça décrit assez bien cette notion de pureté militante sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. Voici les termes. Quelque chose circule dans de nombreux espaces, mouvements et milieux radicaux, en sapant leur puissance de l'intérieur. C'est le plaisir de se sentir plus radical que les autres et l'inquiétude de ne pas l'être assez. Le triste confort de pouvoir ranger les événements qui surgissent dans des catégories toutes faites. L'appréhension vigilante des erreurs chez soi et chez les autres. Les postures anxieuses sur les réseaux sociaux avec leurs hauts, nombreux likes, et leurs bas, se sentir ignorés. La suspicion et le ressentiment en la présence de quelque chose de nouveau. Et la façon dont la curiosité est ressentie comme naïve et la condescendance comme appropriée. Il peut être difficile de discuter de tout cela publiquement. On peut facilement être taxé de SOSDEM, d'oppressive ou de réactionnaire. Pour cette raison, beaucoup de conversations à ce sujet n'ont lieu qu'entre personnes qui se connaissent et se font suffisamment confiance pour savoir qu'ils ou elles ne seront pas vus comme suspectes ou immédiatement critiqués. Là, il n'y a plus d'espace pour se questionner et s'écouter. Laisser la place aux subtilités, aux nuances et à l'empathie qui sont le plus souvent absentes quand le radicalisme rigide prend le dessus. Cette notion qui est décrite dans ce livre comme radicalisme rigide, est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à des pratiques, à des expériences? Bon, c'est écrit, de toute façon, que c'est un sujet un peu tabou, donc...
La question du radicalisme rigide. Alors, j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient dans des situations de radicalisme rigide. J'ai moi-même été dans des situations de radicalisme rigide. C'est pas quelque chose qui a fondamentalement endigué, en tout cas, mon travail de militante, que ce soit au sein des associations ou que ce soit un militantisme plus de production d'idées, de production de savoir ou d'analyse. Mais c'est sûr que, comment dire. La question, c'est vraiment à quel moment est-ce que ça peut décourager aussi les personnes de s'engager? Je pense que dans certains milieux militants, il y a une forme de décorum, une forme de savoir-être militant. Et c'est vrai que quand on arrive dans les milieux militants, on peut facilement être mis à défaut parce qu'on n'a pas nécessairement les codes. Et du coup, c'est vrai que parfois, on peut se retrouver peut-être à passer plus de temps à essayer de reproduire ces codes plutôt que essayer de les comprendre et pourquoi pas les réinventer. Mais du coup, je pense que si on a envie de solutionner ça, je sais pas, peut-être que c'est un parallèle douteux, peut-être que j'adore placer les choses dans des continuums douteux, donc vous me dites que si c'est une mauvaise chose ou pas, mais j'ai l'impression que ça a trait à des problèmes d'altérité au sens large, dans le sens où les LGBTQIA+, on se retrouve justement enfin, les LGBTI et les queers, moi je préfère dire LGBTI et queer, on se retrouve justement dans le monde extérieur, dans le monde dominant, à jouer avec certaines règles, certaines normes qui ont trait à la respectabilité, et ensuite on en recrée dans nos propres espaces, et je sais pas, enfin... En vrai, le travail de critique, le travail de réinvention derrière, enfin, il me paraît relativement pas aisé à accomplir, mais c'est possible. Enfin, moi, au bout du compte, je me soucie toujours plus du rapport qu'on peut entretenir justement avec nos dominants et leur potentiel de violence vis-à-vis de nous, plutôt que ce qui peut se passer en intracommunautaire, même si en intracommunautaire, j'ai pas non plus envie de minimiser le type de dégâts que ça peut avoir, parce que malheureusement, notre seule façon de solutionner des situations où on détecte des problèmes, c'est généralement par l'exclusion de la personne qui pose problème. C'est une espèce de forme de distanciation, et c'est vrai que de ce côté-là, pour le coup, on a du mal à... Je trouve qu'on délaisse les possibilités de justice transformatrice, quoi. Et est-ce que ça ne pourrait pas tenir aussi face à des ennemis politiques extrêmement dangereux qui ont le pouvoir et qui sont au final complètement inatteignables, à une envie finalement de pouvoir quand même demander des comptes à des personnes qui sont plus atteignables et qui nous semblent, de façon minime, représenter les oppressions que nous vivons? Costanza, je te vois hocher la tête. Oui. Pour moi, Farah a dit le mot justice transformatrice et c'est un mot important. Dans mon livre, je consacre beaucoup de place à la question des justices alternatives, parce que pour moi, on ne vaincra jamais l'extrême droite si on ne se pose pas la question de qu'est-ce que la justice pour nous et de qu'est-ce que la justice pour eux. Parce qu'en fait, nous pensons tous les deux être dans le juste. Donc voilà, pour moi, c'était important de se poser cette question. Et donc, je me suis confrontée à cette question de la pureté militante. Et j'ai écrit un essai, mais que j'ai décidé de ne pas sortir pour l'instant, parce que je suis un peu en colère et que j'ai pas envie de déverser ça. Mais en fait, ce qui m'a mis en colère, c'est que, comme tu disais, j'ai remarqué que des fois, ces dynamiques de pureté militante étaient en fait des actions visant à s'y prendre à des personnes plus facilement atteignables que des vrais ennemis, que la pureté militante est quand même un mécanisme extrêmement classiste, extrêmement normatif, qui est souvent, du moins, performé par des personnes qui peuvent se le permettre. Et même si je peux comprendre, et moi aussi j'étais dans des postures radicales et pas du tout conciliantes, et ça je peux complètement le comprendre, hein. Il faut être radicaux et radical. Mais il y a un truc, moi, dans la pureté militante, dans ce truc de regarder l'autre, de se checker entre nous, qui me paraît un peu similaire à ce que je pouvais vivre, par exemple, à l'église, quand j'étais gamin, où en fait, on te faisait culpabiliser en permanence pour qui tu étais, qui tu es. Et moi, en fait, j'ai juste envie d'être bien dans les communautés dans lesquelles je traîne. J'ai pas envie que, même dans les communautés queer, on me fasse sentir mal.
Et le dernier point, c'est que, évidemment, on est entre gens, je pense, qui savent faire des nuances, mais on peut imaginer quand même que dans les communautés queer, il y a aussi des violences qui se passent. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu choquée, c'est à quel point souvent la pureté militante va de pair avec une forme d'incohérence par rapport aux violences qui peuvent se passer dans une communauté. Et je pense que, comme je le dis dans le chapitre au sujet du célébritisme, des mécanismes un peu néolibéraux qui traversent nos luttes, si on veut vraiment s'attaquer au fascisme, il faut vaincre nos propres tentatives d'être dominants et dominantes. Et on le fait aussi en essayant de pratiquer plutôt une tendresse radicale qu'une pureté radicale. Le mot pureté, déjà, de base, il est un peu bizarre. On vient toucher un peu aux thématiques de lassitude aussi et de fatigue qu'il peut y avoir. Carlotta, tu es une personne qui est très exposée parmi les premières lignes du coup face au gouvernement. Est-ce qu'il faut combattre à chaque seconde? À quel moment est-ce qu'il faut est-ce qu'on peut s'autoriser à se mettre en retrait face à un combat qui est si urgent et vital aussi pour beaucoup de personnes finalement? Eh bien, très certainement, en Italie également, comme partout en Occident, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une féministe sort du groupe ou brise le plafond de verre, moi je suis une femme blanche, cisgenre et hétéro, donc je suis au sommet de ceci, donc je suis invitée dans des sommets politiques, à des tables rondes, desquelles je me suis soustraite dans la plupart, à part dans 2 cas, puisque c'est un événement, ce sont des espaces plutôt violents qui forcent une exposition. Et cette exposition est souvent assez difficile. L'autre jour, par exemple, c'est un exemple concret, je faisais une présentation avec une autre activiste à Florence et il y avait 7 voitures de la police qui étaient à l'extérieur et nous avons été suivis par l'équivalent de la BRIC à Genève, ou de la BAC en France. Ils voulaient comprendre ce que nous allions faire, ils voulaient s'assurer qu'il n'y ait pas un regroupement spontané dans un contexte de militants antisionistes dans notre ville. Et donc, ce contexte le fait d'être connu, cette exposition peut être délétère pour soi, mais également pour le mouvement, par ce confinement, par être identifié comme une personne problématique ou tokenisée au sein d'un mouvement ou quelque autre bêtise qui pourra être avancée par les médias. Et donc, je crois qu'il faille considérer très certainement l'idée que lorsque nous sommes en première ligne, eh bien, très souvent, particulièrement dans les situations politiques, de journalisme, dans la télévision, nous rendre compte que nous sommes des tokens. Notre voix ne les intéresse finalement pas tant que ça. Ils veulent simplement une personne envers qui une personne à pointer du doigt. Et donc, nous sommes dans des espaces médiatiques destructifs. Et donc, absolument, je crois que la santé mentale est un sujet fondamental. Le repos est un élément fondamental, mais surtout la collectivité, la communauté, le sens de communauté, notre capacité à prendre soin les unes ex des autres. Et dans ces situations, très souvent, nous nous trouvons très isolés. Et donc, très souvent, on pense que d'avoir un minimum d'espace de parole nous permet de tenir cette charge émotionnelle. Et très souvent, ce n'est pas le cas. Et donc, je crois justement qu'en essayant de porter un discours plus communautaire au sein du mouvement transféministe, eh bien, je crois que nous pourrions là avoir un peu plus d'espace et surtout de mieux se sentir épaulés et de pouvoir également apporter du repos à certains X et donner la voix à d'autres, puisqu'il y a des personnes qui très probablement ne seront jamais inclus dans certains espaces, dans certains partis, certains dialogues publics, et donc d'avoir également un mécanisme d'échange, de tournus parmi nous, afin que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes qui soient visibles dans les espaces publics. Il s'agirait de sortir de la performance politique pure finalement face à la nécessité de faire vraiment communauté et de céder. Farah, comment est-ce qu'on peut valoriser
le Caire dans une bataille menée par, qui est finalement menée en fait dans toutes ces luttes qui sont menées par des personnes déjà abîmées de par leur parcours, de par leurs identités, de par leur quotidien, de par la précarité aussi parfois que cela entraîne. Comment est-ce qu'on peut valoriser le Caire face à l'urgence politique qui semble toujours nous presser? Pour valoriser le Caire, je pense qu'il faut d'abord lui donner les conditions d'exister, de pouvoir s'exercer. Donc ça nécessite, je sais pas, dans l'idéal, d'avoir des systèmes de ressources mutualisées, des espaces aussi qu'on a la possibilité d'investir. On en revient un peu à des considérations comme ça. Moi, vous allez me poser une question, je vais forcément en revenir à la question des structures et des contre-structures parce que je sais pas, c'est là qu'on a l'opportunité justement de créer des choses et de les faire durer. Je pense notamment au fait que dans le militantisme transféministe, par exemple, auquel je suis familiarisé, il y a vraiment cette nécessité de se substituer au service public. Et que, en fait, non seulement tu vas accomplir les tâches du service public, mais oui, en effet, tu vas aussi participer d'une certaine façon, autant que possible, à la guérison des gens, quoi, sans non plus la prendre en charge entièrement. Mais en vrai, je n'aurais pas nécessairement plus de pistes de réponse que ça, parce que c'est aussi des questions que je me pose, quoi. Mais le Caire est nécessaire à une lutte pérenne. C'est ça. Du coup, il faut expérimenter. Il faut expérimenter. Il y aura probablement des échecs sur la route. Mais je sais pas. Tout ce que je sais, en tout cas, c'est que dans les structures militantes et du coup vraiment dans les structures associatives, le Caire, c'est quelque chose qui est clairement pas valorisé et qu'on va justement reléguer un peu dans un second plan, dans un temps un peu invisible pour lequel apparemment il y aurait des tonnes et des tonnes de temps qui se débloqueraient alors que non, en fait. Enfin. Et je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui militent justement pour essayer de prendre soin et prendre soin autrement et qui finissent justement par se départir un peu de cette voie parce que juste on n'a pas la place de faire ça, quoi. Costenza, dans ton livre Manifeste pour une démocratie déviante, tu poses des constats qui, bon, évidemment, peuvent être glaçants, notamment donc, sur la question du fascisme, mais ça donne de l'espoir aussi. Il y a beaucoup d'espoir et ça parle très explicitement du fait d'injecter de l'amour au sein des luttes, au sein des communautés qui luttent. Tu évoques la tendresse radicale. Est-ce que c'est un concept dont tu pourrais nous parler ? Oui, alors la deuxième partie du livre, elle est vraiment consacrée à ce que j'avais appelé la révolution romantique, queer et intersectionnelle. Mais malheureusement, c'est un mot qui a été un peu volé, je l'explique dans le livre de toute façon, par certaines féministes cis-het qui en ont fait un concept hétéro-patriarcal de réinvention de l'amour hétéro. Mais à la base, cette idée de révolution romantique, c'était vraiment utiliser et comprendre les plusieurs manières de s'aimer queer pour les amener dans nos différents domaines du quotidien. Par exemple, qu'est-ce que ça serait une justice queer, une justice amoureuse, ça serait peut-être une justice anticarcérale, par exemple. Et donc, l'idée de tendresse radicale, que j'ai appris, j'en parle vite fait dans le livre, mais là, j'ai un peu plus appris des choses. En fait, c'est une façon de traiter nos corps, parce qu'on oublie souvent que les luttes, quand même, c'est des corps, de traiter nos corps avec soin et de construire des espaces, des sexualités, des affectivités, des intimités un peu alternatives, qui permettraient en fait à la fois de pratiquer donc de la tendresse, d'apporter à nos corps du soin, et à la fois de rester dans une radicalité politique, mais qui soit vécue du coup dans un climat de soin. Et il y a réellement des thérapeutes et des personnes qui se forment à des pratiques de toucher thérapeutique, très liées aux expériences somatiques et à des outils de gestion du trauma et de guérison du trauma. Et c'est très intéressant à aller voir. Voilà, il y a quand même aussi des spiritualités à injecter là-dedans, parce que c'est des pratiques qui viennent de plusieurs courants spirituels et religieux autour du monde. Donc
il faut quand même aussi aborder ces questions en s'intéressant un peu aux cultures qui les ont produites. Et ça, c'est très important. Mais le tout dernier chapitre de ton livre s'appelle Les cœurs queer sont l'incarnation du divin. Pourquoi cette phrase? Parce que je pense que c'est bien que les queers puissent... en fait, je pense que c'était fort, pour moi, de montrer que même dans la religion, les queers peuvent se réapproprier un espace, qu'on peut enlever même ça aux fascistes, et que même là-dedans, même de ces espaces d'où on nous a éjectés, on peut dire non, la religion, plutôt la spiritualité, le mysticisme peuvent être queer. Et en fait, ce que je veux dire très spécifiquement par cette phrase, donc moi je viens d'une culture catholique, après je suis sicilien, donc j'ai de là d'où je viens, il y a des pratiques spirituelles qui ne sont pas uniquement catholiques. Enfin, c'est un catholicisme un peu mélangé avec d'autres pratiques de la Méditerranée. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, quand j'étais gamin, on m'a appris que Dieu, c'est la Trinité, et que le dogme chrétien de la Trinité nous dit que voilà, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bon, évidemment, il n'y a aucune personne femme là-dedans. Mais en tout cas, voilà, Dieu, c'est 3 personnes. Et en fait, les prêtres nous disaient à chaque fois, voilà, mais personne ne peut comprendre ça. Il n'y a que Dieu qui peut savoir ce que c'est d'être plusieurs personnes en une. Et en fait, c'est pas vrai. Quand on pense à l'expérience non binaire, quand on pense à l'expérience trans, en fait, nous, les queers, on comprend parfaitement ce que ça veut dire, en fait, d'être plein de choses, d'être fluide, d'être en transition, voilà. Et en fait, je me suis dit, mais c'est juste parce que les prêtres, c'est des hommes cis hétéros, mais nous, les queers, on comprend parfaitement la forme de Dieu. Et donc, mais c'est un peu un pied de nez, mais en vrai, je le pense vraiment. Et donc, je pense que le cœur queer est pour moi ce qui ressemble le plus à l'incarnation du divin. Après, il y a une féministe italienne que Carolina connaît sûrement, Carlotta, pardon, qui est Michela Murgia, qui a beaucoup parlé de la religion et de la queerness. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle God Save the Queer, où elle développe beaucoup cette question-là. Et donc, je trouvais intéressant d'en parler. Merci. Cette question du coup de la religion. Cette question de la religion et de la spiritualité que tu viens beaucoup développer justement à la fin de ce bouquin. C'est une nouvelle façon de faire communauté aussi en fait et de rassembler autrement peut-être que parfois que dans la lutte directe avec l'affrontement ou même d'autres lieux de communauté comme les lieux de fête, etc. C'est une façon aussi profonde de connecter les personnes. Oui, par exemple, à Marseille, nous, on a créé un groupe de prière queer qui a été initié par une personne trans qui s'appelle Jonas. Et dans ce groupe de prière, donc c'est un groupe multiconfessionnel. Et par exemple, la dernière fois, on a fait une séance où donc là, on est dans une période où on est dans le carême. Et demain commence le ramadan. Et donc, on a fait, par exemple, une session de prière qui mélangeait des pratiques liées au carême et liées au ramadan. Et c'était magnifique, c'était un moment de réflexion, de soins communautaires, où après, tout le monde a dit un peu ses intentions, de quoi on avait besoin, comment on pouvait se soutenir. Voilà, c'est une façon, en fait, de faire communauté autrement. Carlotta, face à la répression actuellement qu'il peut y avoir en Italie, est-ce qu'on voit également des nouvelles formes de lutte, des nouvelles façons de faire communauté émerger? Allora, volevo intanto rispondere. Alors, tout d'abord, je tenais à répondre à la très très belle intervention de Costanza, parce qu'il est extrêmement vrai que particulièrement le féminisme cis fait un abus du terme queer qui est maintenant décliné pour que énormément de types d'appropriation, que ce soit la famille ou toute une série de choses qui étaient complètement usurpées. Et donc, c'est une chose qui, j'espère, deviendra de plus en plus un sujet de débat. C'est quelque chose dont on parle beaucoup
beaucoup. Il y a une activiste romaine qui s'appelle Isabella Borrelli qui porte ce discours avec Claudia Fausta, qui est de la Sicile, une activiste du sud d'Italie qui s'appelle la mala femmina. En Italie, c'est une manière négative de parler, de nommer les femmes du Sud. Et donc, on commence à parler de cela également parce que malheureusement, il y a eu un abus et une surutilisation du terme queer qui est devenu presque une tendance. Et une fois qu'un mot devient tendance, il perd son sens original et son côté spécifique. Et donc, en ce qui concerne les formes de lutte, quand on parle de féminisme méridional, donc on parle de territorialité, on commence à réfléchir les différents territoires italiens qui ont différentes ressources, différentes accessibilités et très certainement également différentes manières de pouvoir comprendre la vie au sein d'une même communauté. Et nous commençons à travailler. Et je crois que ce discours territorial et collectif qui est parfois un petit peu, qui nous force à la dispersion. Et donc, on parle beaucoup en Italie au fait que nous parlons également de la lutte pour le validisme, en essayant toujours d'inclure un peu plus au sein des manifestations de rue, par exemple, de trouver des nouvelles formes pour inclure les personnes neurodivergentes ou avec d'autres diversités, les manières de participer aux réunions, aux assemblées, aux manifestations. Et très certainement, actuellement, il est le front du militantisme autour des personnes palestiniennes qui est très certainement et donc qui est confronté à la culture, à la presse, à la politique, qui ne prennent absolument pas en compte la dignité des personnes palestiniennes et qui ignorent profondément l'existence de ces personnes. Et il y a eu un peu une scission en Italie au sein du féminisme sur ces sujets. Et je crois qu'on essaye de plus en plus d'essayer d'aller voir plus loin de Nous sommes à cette 4e vague féministe et nous sommes arrivés un peu tard et nous avons été très féministes blanches, donc avec la foire du privilège. Et aujourd'hui, heureusement, nous commençons collectivement à déconstruire et également à nous déconstruire entre nous. Et sans certains call-outs, avec certaines fréquentations au sein d'assemblées et de collectifs et des espaces, sans une lecture qu'on m'a apportée, je ne serais pas dans cet état de formation continue. Et je crois que la chose la plus belle que le transféminisme nous apporte, c'est bien la richesse des différentes voix qui s'expriment au sein du panorama italien, les petites associations, les petits collectifs. Et je suis très heureuse de ces changements et de cette évolution. Et je crois qu'on puisse réellement commencer à faire un travail un peu plus déconstruit. Et on le voit, c'est une évolution presque structurelle dans un mouvement qui n'a pas de hiérarchie, qui n'a pas vraiment de cadre, etc. Où tout le monde, et heureusement, peut parler au nom du mouvement, mais où parfois des mécanismes de régulation peinent à émerger. Et on parle des évolutions nécessaires. Et au niveau des formes de lutte, Farah, tu me parlais de l'idée de dépasser, c'était très beau donc je l'ai noté, de dépasser la morosité pour sortir de l'abattement. Costanza nous parlait de l'amour des communautés qui luttent ensemble. J'aurais aimé discuter avec toi de... Alors on l'a vu évidemment, il y a la lutte par l'art, qui est celle qui était développée par le film que vous avez pu voir il y a 1 heure. Est-ce qu'on peut aussi imaginer un militantisme par la joie, un militantisme par l'humour, même si évidemment ça ne peut pas être que ça? Complètement. Quand j'étais encore dans l'organisation de la Pride des banlieues, il y avait... en tout cas, je me rappelle que je me sentais beaucoup plus à l'aise à l'idée d'être enthousiaste justement dans mon travail, d'essayer de nourrir justement aussi l'enthousiasme de mes semblables, de mes camarades. Et je sais pas, c'est un peu cliché à dire, mais ça faisait un peu des trucs de type, du coup, on en avait un peu rien à foutre de la destination et on profitait du voyage. Donc, et au-delà de ça, je sais pas, c'est quelque chose en tout cas que personnellement j'ai un peu perdu, mais ça fait aussi un petit moment que je suis plus officiellement dans une structure de lutte collective et j'ai un peu l'impression d'être un poisson hors de l'eau. Clairement, je sais pas,
je ne sais pas si universellement, dans toutes les structures de lutte, je prescrirais nécessairement une attitude joueuse, mais cette jouabilité, c'est ce qui permet aussi de nourrir aussi un peu d'insolence, et je pense que ça permet au bout du compte aussi de nourrir des critiques qui sont un peu plus efficaces, un peu plus durables, un peu plus difficiles à abattre. Enfin, ouais, clairement, au bout du compte, je pense que ça permet d'atteindre un petit peu plus de solidité. Puis c'est un peu comme ce que tu disais aussi tout à l'heure. Enfin, depuis tout à l'heure, je ne parle pas dans le micro, mais j'ai la voix qui porte. Mais oui, comme tu disais, enfin, on a aussi les queers des expériences de vie qui, en fait, on est hyper habitué à surnégocier, on est hyper habitué à se suradapter. Donc, c'est pas comme si adopter des postures joueuses dans le militantisme, ce serait révolutionnaire ou même tout simplement nouveau pour nous. Enfin, c'est déjà quelque chose qu'on fait, c'est juste qu'on le transpose dans un contexte qu'on imagine souvent un peu morose parce qu'on parle de choses politiques, mais en fait, la politique, c'est genre s'organiser pour faire des choses ensemble dans un espace autour de buts communs. Donc en fait, pourquoi il n'y aurait pas de jouabilité ? Costanza, cette joie, on la retrouve par le fait de faire communauté de façon plus soudée, comme tu l'as exposé, grâce à l'amour et grâce au cœur. Oui. Je me permets juste une mini parenthèse parce que j'en profite vraiment d'avoir ce micro et d'avoir une autre italienne dans la salle, juste pour revenir sur ce qu'elle disait sur la question méridionale en Italie. Et je veux vraiment, même je sais qu'en France et en Suisse peut-être on n'en parle pas beaucoup, mais pour moi l'Italie ne sera jamais une démocratie fonctionnelle tant qu'elle n'aura pas résolu la question méridionale, tant qu'on n'aura pas reconnu la violation et la destruction qu'a été la conquête du sud de l'Italie au siècle dernier, la discrimination et les horreurs qu'on a vécues en tant que Sicilien, Napolitain, Calabrais. Encore aujourd'hui, encore il y a 2 ans, mon père a été tabassé parce qu'il est un terrone. Et moi, toute mon enfance, mon accent, il m'a vraiment coûté. Et voilà, ça me délivre d'un poids de pouvoir en parler. Et j'espère un jour pouvoir, en tout cas, aborder la question en Italie aussi. Donc merci d'avoir amené la question méridionale ici. Et je pense que c'est toujours une façon de comment on raconte l'histoire et l'histoire d'Italie, elle est vraiment pas racontée comme il faut. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, bien sûr que faire communauté, ça donne de la joie. Moi, cette année, j'ai eu des énormes problèmes de santé. Et la communauté queer marseillaise a été incroyable. Et je pense que franchement, si je suis encore de ce monde, c'est parce que toutes ces personnes sont venues me voir à l'hôpital. Puis c'était super drôle parce qu'il y avait clairement un décalage culturel énorme entre l'hôpital et tous ces gens queer qui ont soudainement envahi cet espace. Mais c'était trop drôle et trop beau. Et en fait, cette énergie d'amour, on la ressent. Enfin, l'amour, c'est vraiment une force. C'est une énergie. Et moi, je suis super optimiste par rapport à ça. Et juste... ma famille italienne, du coup, a déménagé à Marseille pour être à côté de moi. Et donc, il y avait ce mélange vraiment de potes queer et de ma famille qui, pendant que j'étais en réanimation, était là. Et je sais pas, je les sentais. Et il y avait des moments où j'étais un peu dans le coma. Et en vrai, je rigole pas du tout. Mais quand j'étais dans cette espèce d'espace, je ressentais vraiment cet amour communautaire à un niveau très profond, et je suis presque sûre d'avoir vu des personnes, des sortes d'anges qui étaient clairement des personnes queer. Et donc vraiment, c'était une expérience mystique hyper profonde de la communauté pour moi cette année. Du coup, j'y crois beaucoup et je suis très optimiste sur notre avenir. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Sur cette très belle parole, on va vous laisser, si vous le souhaitez, poser des questions. Je ne sais pas s'il y en a. La première est toujours compliquée, mais ça va venir.
je voulais plus rebondir sur le lien entre la religion et le fait d'être queer et aussi cette notion de symbole. J'ai appris récemment que, je me suis rendu compte plutôt que Jeanne d'Arc, en fait, il y a plusieurs années en arrière, c'était vraiment vu en France comme une gaucho, la gaucho qu'elle est, cheveux courts, tenue d'homme, etc. Et donc, je vais vous demander du coup votre avis sur en fait cette façon qu'elle a l'extrême droite et la droite de se réapproprier du coup des codes de gauche et des notions du coup populaires comme le féminisme, autres, etc. Et donc, je voulais savoir si vous aviez un certain plan d'attaque en quelque sorte, et peut-être parce que je pense que ce serait beaucoup plus dur en fait pour la gauche de se réapproprier des symboles de droite, alors que l'inverse est beaucoup plus facile. Donc voilà, je veux juste vous demander votre avis. Et du coup, voilà, je trouve ça dommage que maintenant Jeanne d'Arc, ce soit Jean-Marie Le Pen. Il me semble qu'il y a un historien du coup français qui a travaillé spécifiquement sur Jeanne d'Arc et qui l'a replacée justement même dans un continuum transmasculin au bout du compte. Tu voulais parler de ça aussi? Je t'ai grillé la politesse. Hein. Et du coup, mais oui, cet historien, c'est Clovis Maillet. Et je pense que c'est super important justement d'oser justement se réapproprier les figures sacro-saintes qui sont chères justement à la droite et aux sphères conservatrices à tendance fascisante et aux fascistes. Le truc c'est que quand on le fait, au bout du compte, on finit par découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas, enfin auxquelles on aurait pu ne pas nécessairement s'attendre, quoi. Genre Jeanne d'Arc transmasque, ça, moi je l'attendais pas nécessairement. Et pourtant, au-delà du symbole communautaire, ça vient aussi faire la lumière justement sur des dynamiques sociales, des dynamiques culturelles concrètes qui avaient lieu dès le Moyen-Âge. Et je trouve que c'est toujours pratique, notamment quand on a des débats sur la validité de la transidentité. On les connaît, les arguments qui viennent vraiment replacer les personnes trans dans une espèce de mode ou dans une espèce d'épidémie transitoire, alors qu'au bout du compte, on a une histoire qui est non seulement transnationale, mais qui est aussi intemporelle et qui une histoire intemporelle, non, ça c'est vrai, ça n'a aucun sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il traverse justement les âges, qui n'est pas juste circonscrite à la modernité, à la postmodernité, quoi. Après, le truc, c'est que se réapproprier des symboles, par exemple religieux, c'est difficile parce que en tant que queer, on n'a pas nécessairement l'appui a priori de nos co-religionnaires, quoi. On peut avoir l'appui de nos familles, mais je veux dire cet ancrage, cet appui communautaire, il est à gagner, quoi. Et c'est un peu difficile de négocier avec ça. Donc, mais après, c'est pas pour autant que, même si on est seul tout, faut le faire, quoi. Sandra, tu voulais rajouter un truc? Non, je suis totalement d'accord. Et dans mon livre, justement, je parle de Jeanne d'Arc vite fait, en disant clairement, il faut enlever. En fait, Jeanne d'Arc, c'est quand même une victime du patriarcat, quoi. C'est une personne qui a été violée, qui a été abusée par. Enfin voilà, donc c'est clairement comme un peu Sainte Agathe de Catane. C'est la même chose. C'est des figures de saints et de saintes qu'on peut se rapproprier. Et nous, dans le groupe de prière, par exemple, en février, quand c'était la fête de Sainte Agathe, on a parlé de cette sainte en écrivant des poésies queer sur elle. C'est déjà des moyens de se réapproprier un peu la chose. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'appui de nos co-religionnaires. Mais de toute façon, on n'a pas l'appui de plein de gens. Donc, allons-y et voilà quoi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'imagine que oui.
Vous vouliez... Si les questions pouvaient être répétées au micro, merci. Vous voulez parler de la notion du militantisme par l'art, qui était extrêmement exploité par le film? Okay. Bah, moi, j'ai un travail aussi de journaliste culturel et je travaille pour un média qui s'appelle Manifesto 21, qui est donc qui s'intéresse beaucoup aux scènes artistiques queer. Et c'est vrai que la question de comment militer par l'art, elle est quand même souvent posée. C'est une forme de militantisme. Moi, dans le film, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le courage de cette personne dans le fait d'exposer son corps à un espace public vraiment plus que mortifère. Et c'est vraiment cette notion d'amener le corps et de lutter en première ligne. On voit qu'il est sur Instagram, mais il est aussi dans la rue. Enfin, c'est vraiment ça qui m'a chamboulé, c'est de réintroduire avec cette force-là un corps gênant dans l'espace public. Et qu'est-ce que ça fait? Et en vrai, je ne veux pas du tout comparer la France à la Russie, mais par contre, je pense qu'une personne comme la personne qui était dans le film, qui ferait ça en Italie, par exemple, je pense qu'elle recevrait quand même beaucoup de violences aussi. Des violences quand même similaires, je pense. Voilà. Carlotta, c'est quelque chose sur quoi tu voulais rebondir peut-être? Alors oui, très certainement. Il est vrai que nous sommes encore bien loin de la situation russe, même si je crois que nous nous dirigeons de ceci en ce qui concerne la propagande anti-LGBTQ+. Je crois que nous sommes déjà dans une zone extrêmement néfaste et il est absolument vrai que le corps sait véhiculer toute une série de messages. Le drag activisme, par exemple, donc l'art du drag reporté ensuite au sein de l'activisme, la dangerosité des gestes et de les ramener au sein d'un public donné est quelque chose de bien connu. Non seulement est-ce visible pour une première fois au sein d'un documentaire, pour montrer combien le monde réel peut être réellement cruel, puisque très souvent, nous n'avons pas la possibilité de montrer cette violence au moment où elle a lieu. Et je pense à de nombreuses formes d'art qui ont eu lieu dans ce sens, que ce soit une performance ancienne de Marina Abramovic qui, en 73 à Naples, avait lancé des objets et elle invitait ainsi les personnes qui utilisaient ces objets. Et parmi ces objets, il y avait des couteaux, des balles, un pistolet. Et donc, cette performance a commencé et les personnes traversaient cet espace avec une violence inouïe, avec son corps en sang. Les personnes ont dû sortir de la salle. Et je crois que toutes ces images, que ce soit les femmes ou d'autres communautés marginalisées, particulièrement les corps queer et les corps racisés, quand ceux-ci ont décidé de faire de l'art, et bien très souvent, elles mettent leur corps en jeu au sein de ces performances et les images ne sont souvent pas déliées ou déconnectées de l'art. Et dans ce film, on voit très très bien comment ceci prend place. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Merci beaucoup pour cette super table ronde. Moi, j'aurais une demande un peu par rapport à la Suisse, très concrète. Je sais du coup que vous connaissez peut-être un petit peu moins notre paysage politique, mais on a l'UDC, qui est le parti qui a le plus grand nombre
de sièges au Parlement qui est d'extrême droite, mais c'est très difficile encore, notamment dans les médias, de le nommer comme un parti d'extrême droite puisqu'il est au pouvoir depuis vraiment assez longtemps en Suisse. Il fait partie, on a des représentants au Conseil fédéral, donc l'équivalent du président en France par exemple, qui font partie de ce parti-là. Et dans les médias, c'est presque un peu tabou ou interdit de dire que l'UDC est un parti d'extrême droite, même si dans leur programme il l'est. Du coup, le fait que c'est pas nouveau en fait, qu'ils sont là au gouvernement et au Parlement depuis longtemps, ça leur donne une espèce de respectabilité qui est difficile à appréhender, notamment dans les médias. Est-ce que vous auriez des stratégies pour du coup combattre cette respectabilité, réussir à nommer l'UDC comme d'extrême droite, ou je sais pas comment réussir à faire pour que on puisse combattre un parti fasciste qui est déjà au pouvoir depuis longtemps en fait? Je pense que déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut replacer aussi les choses dans leur histoire. Donc j'imagine que l'UDC, en fait, dans l'histoire de la construction de ce parti, à un moment donné, si on mène l'enquête, il va y avoir des accointances avec des groupuscules d'extrême droite, des groupuscules fascistes, des groupuscules suprémacistes, sans aucune ambiguïté. Parce qu'au bout du compte, les partis d'extrême droite européens, aujourd'hui, ils jouent surtout sur cette espèce d'ambiguïté qui a été, ça a été un peu la récompense, en fait, de leur campagne de diabolisation, quoi. Donc déjà, justement, les rétablir dans un continuum historique clair et sans détour, c'est déjà, je pense, un premier élément de stratégie. Et après, sinon, il y a l'analyse de discours, il y a l'analyse de tropes, il y a l'analyse de mesures politiques. C'est là qu'on arrive justement à reconstituer justement des fils. Des fils et transformer au bout du compte les signaux faibles en véritables motifs fascistes, quoi, facilement reconnaissables. Et du coup, ça consiste principalement, c'est un travail un peu d'orfèvre qui consiste à genre lier un point à l'autre, quoi. Je sais pas si ça répond à la question. Carlotta, est-ce que tu aurais des éléments pour compléter ces recommandations? Eh bien, en Italie, ils n'aiment pas s'entendre appeler fascistes, même s'ils ont des bustes de Mussolini chez eux. La présidente Marcella Russa a le train, ils font le salut romain, donc nazi aux leurs événements, mais ils ne veulent pas qu'on les appelle fascistes. Et donc, moi, par exemple, lorsque je dois écrire un article, je me moque d'eux en les appelant un parti de droite-droite. Donc, plus à droite de ceci, c'est pas possible. Donc, à droite de la droite, plus à droite qu'elle, ce n'est pas possible. Donc, c'est souvent un petit peu honteux ou ridicule, mais je crois qu'il soit utile de démontrer combien ce soit une question de vraie honte, le fait de ne pas vouloir assumer le fait d'être fasciste ou d'ultra-droite. Et une manière de pouvoir analyser et essayer de reporter ceci en lumière est certainement l'analyse des discours, mais également de chercher les espaces dans lesquels ces discours sont également déconstruits et analysés. Il faudrait une presse, je ne sais pas en Suisse comment vous êtes organisé, mais il faudrait une presse qui soit en mesure de trouver les fameux squelettes dans les placards, puisque les fascistes ont toujours toute une série de squelettes qu'ils essayent de cacher. C'est toujours amusant en plus de voir à travers les pays comme les gens de droite veulent toujours avoir l'air de gauche, alors que personne de gauche n'essaiera jamais d'avoir l'air de droite. Et comme les gens ni de droite ni de gauche sont toujours de droite, hein, notamment en France. On va avoir, avant de se mettre à faire du stand-up, on va avoir le temps pour une toute dernière question. On espère qu'elle sera bonne. J'ai l'impression que la rhétorique de droite, elle est simple. On a parlé elle joue sur les passions, elle est émotionnelle. Et là, à gauche, on a plus de théories, de mots compliqués. Et c'est pas forcément accessible à tout le monde. Pour les personnes simplement neurodivergentes ou qui n'ont pas grandi dans des familles aisées, dans des familles éduquées. C'est pas forcément accessible de lire tous ces livres,
d'entendre, de comprendre tous ces discours. Et au final, comment on fait pour rendre la gauche plus accessible à toutes ces personnes-là? Parce que les personnes qui votent droite, extrême droite, peut-être, bon, c'est facile de les traiter d'idiots, mais peut-être n'ont pas cette réflexion-là et cette compréhension de tous ces enjeux. Constanza, comment on peut envisager un progressisme mainstream? En fait, cette question est excellente parce que c'est la question de comment combattre le populisme. Et le populisme est vraiment ce qui caractérise l'extrême droite moderne. Et d'ailleurs, Christiane Taubira, qui est donc une figure de gauche française, avait dit il y a déjà quelques années, la gauche a perdu la bataille des mots. Moi, sur ça, j'ai j'ai 2 idées qui sont assez arrêtées. La première, c'est que là, justement, on est dans un espace où on parle de démocratie et de droits humains, et on n'a pas évoqué la question du journalisme et des médias, enfin très peu. Pour moi, il faut créer des médias, il faut soutenir les médias queer, il faut vraiment mettre de l'argent là-dedans, et arrêter de dire non, mais je suis queer, mais je travaille pour les médias mainstream. Non, en fait, il nous faut de l'aide dans les médias queer. On a besoin de personnes qui viennent aider un certain journalisme. Parce que ce journalisme-là, souvent, il s'adresse aussi à des personnes différentes qui ne sont pas Bac+20. Après, je pense que, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, on ne va pas combattre, par exemple, Matteo Salvini, qui est quelqu'un qui fait toujours des phrases en 3 temps. Donc, il dit une atrocité, après, il essaie de la prouver, après, il donne une solution radicale. En gros, pour combattre un mec qui parle comme ça, style tonton facho du dimanche, parce que, en fait, le niveau, c'est ça. Il faut envoyer des punchliners, il faut envoyer des gens, je pense aux militants Abbey Beach en France, militant décolonial, par exemple, c'est quelqu'un qui a une rhétorique qui est ultra efficace, ultra punchline. Voilà, c'est des fois peut-être que c'est en envoyant des figures qui n'ont pas cette volonté très science-piste de montrer, peut-être que des fois, il faut juste envoyer des punchliners. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, en Italie, ce qui manque, par exemple, à Elly Schlein, qui est la présidente du Parti démocratique, donc de la gauche, c'est un peu cette énergie de match de boxe. Si j'imagine un match entre Meloni et Elly Schlein, je me dis, vas-y, fonce. Il y a une rhétorique un peu plus drôle, en fait, comme en fait je rejoins Farah sur ce constat. Il faut de l'humour, il faut du panache, en fait, parce que voilà, c'est aussi ça qui va séduire et qui va permettre de rendre plus accessible des trucs, je pense. Carlotta, comment on garde justement cette énergie pour rester... Parce qu'il y a ça aussi, beaucoup on le voit sur les plateaux, on a l'impression parfois que la gauche, c'est très intellectuel d'être de gauche, et c'est presque chiant parce que ça demande un effort moral constant et machin, alors que quand... bon là c'est des références françaises, mais quand Jean-Marie Bigard arrive sur un plateau et dit des énormités graveleuses, c'est facile à comprendre et c'est presque rigolo et attachant comme la figure de l'oncle machin, alors qu'en fait c'est hyper misogyne. Désolée, j'ai fait une digression franco-française, Carlotta. Comment on garde l'énergie? Eh bien, en Italie, on ne sait pas le faire de toute façon, de toute évidence. Avec la gauche, nous sommes dans la merde, si vous me permettez d'utiliser ce terme français. Et le Parti démocratique a toute une série d'idées qui ne sont absolument pas de gauche. Ils ont également beaucoup de problèmes en termes de communicabilité. Ils se tournent toujours vers un électorat extrêmement bourgeois, qui est très bien tourné vers des salons, des gens bien. Et ils ont perdu tout le contact de ce que devrait avoir une gauche dans n'importe quel pays, c'est-à-dire les travailleuses X, les personnes de 2e génération. Il n'y a plus de discours de gauche. Un grand des réalisateurs, Nanni Moretti, a demandé à D'Alema il y a quelques années, s'il te plaît, D'Alema, dis quelque chose de gauche, mais on ne sait plus le faire. Il faudrait qu'il y ait un vrai renouveau générationnel dans les partis italiens, et particulièrement à gauche, et également, dans mon sens, de pouvoir complètement en finir avec le Parti démocratique et repartir de ses cendres pour créer quelque chose de nouveau. Il y a des entités plus petites. J'ai l'idée de Potere al Popolo, cette entité qui pourrait
pourraient être, et d'autres qui pourraient être plus jeunes et peut-être un peu moins macronistes. La gauche en Italie est macroniste. Et malheureusement, nous avons encore ce grand problème. Et afin de tenir le niveau du débat haut, il faudrait qu'il y ait vraiment un changement de personnes dans les fauteuils du pouvoir, mais un changement qui soit efficace, pas d'aller chercher la personne moins pire parmi les personnes qui sont déjà au sein des partis depuis plus de 20 ans. Bon, Farah, alors, avec tout ce qu'on a en France dans le champ politique, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on les fait réagir pour essayer effectivement de lutter contre la facilité du discours d'extrême droite, qui effectivement, on le voit, séduit énormément la jeunesse par sa facilité, tout simplement. Par sa facilité aussi parce que l'extrême droite et les fascistes ont vraiment la possibilité au bout du compte de nous avoir à l'usure. Ils ont la possibilité d'investir le front médiatique, le front idéologique, le front intellectuel, le front culturel. Et quand je dis front culturel, c'est vraiment du coup au niveau des interactions un peu du quotidien, quoi. C'est pour ça que par exemple le Rassemblement national en France, c'est un peu vu comme le parti des braves petites gens qui se contentent juste d'aller travailler sans jamais demander rien d'autre, alors qu'en vrai non, enfin c'est des énormes bourgeois qui dirigent le Rassemblement national et leur programme est genre super bourgeois. Enfin, il y a vraiment rien de... Il n'y a pas un semblant de socialisme là-dedans, il y a rien de ce côté-là. Il a été écrit au manoir de Montretout, pourtant c'est quand même pas... Bah voilà le manoir de Montretout, ça y est. Et du coup, en fait, comme ils investissent tous les fronts et qu'ils ont la capacité en plus de se maintenir sur le temps, bah en fait, même si à un moment T, vous n'êtes pas d'extrême droite et même vous êtes férocement contre l'extrême droite, je sais pas, il va vous arriver un truc dans votre vie va être profondément bouleversée, vos repères vont se dissoudre et en fait, il va vous rester quoi en fait? Bah, Pascal Praud à la télé qui vous répète que le problème c'est les immigrés et les trans et littéralement tout ce qui peut constituer de près ou de loin une déviance, quoi. Donc c'est clair que nous, à côté, ce qu'on doit faire, pour diviser le travail, moi je me dis qu'il faut à la fois prendre en charge le réel et dépasser le réel. Et je trouve que pendant cette table ronde, on a justement brassé quelques pistes justement à la fois pour prendre en charge le réel et pour le dépasser. Le dépasser, c'est justement à travers l'art, à travers la spiritualité, à travers juste... Ouais, genre réussir à créer au-delà de ce qui apparaît comme étant des espèces de fatalisme froid, quoi. Et prendre le réel, c'est les questions, c'est les organisations collectives autour du support communautaire, de l'autosupport, c'est le plaidoyer, c'est... Quoi d'autre ? C'est la production de savoir, c'est la production, c'est le taf de traduction aussi, parce que justement tout à l'heure on parlait du fait qu'il y avait beaucoup de registres académiques par exemple qu'on comprenait pas trop et qui pourtant étaient un peu considérés comme des incontournables, en mode t'es vraiment pas queer et t'as zéro conscience politique si tu maîtrises pas ça, alors qu'en fait ce qu'il faut c'est justement des personnes qui viennent faire le taf de traduction, qui viennent faire le taf d'interprétation et qui au bout du compte rétablissent ce petit truc merveilleux dans l'espace social qu'on appelle la médiation, quoi. Donc voilà, c'est un gros programme. Moi aussi, ça m'épuise, rien que d'y penser. Mais on n'a pas le choix, les amis. On n'a pas le choix, les besties. Donc, hop. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à cette discussion. Merci brillantes personnes qui étaient autour de cette table. Farah, Costanza et Carlotta, merci. Et merci à toi aussi. Grazie. Merci.